j'ai repéré donc Vraies Infos. Et Ouais. vous, monsieur, c'est quel Média web. Média Ah web. oui, média web. Alors, je ne sais pas comment on tient cette conférence de presse. Je ne vais pas vous faire un long speech. Je crois que le mieux, ça serait que je réponde à vos questions directement. Hein, je pense que c'est ce qui vous fera le plus gagner de temps et vous permettra d'aller au fond des choses. Donc, je suis à votre disposition. Simplement, bon, ce que je veux dire, c'est que nous sommes en fin de campagne. C'est notre dernière réunion. Nous avons quand même eu une série de bonnes nouvelles, à savoir que il y a 2 sondages. Alors moi, je suis un peu comme m'a dit monsieur Christian Boucher, d'ailleurs le père de Gauthier, le conseiller municipal et le conseiller communautaire de Saint-Nazaire, qui m'a dit les sondages, c'est comme les parfums, il faut les respirer mais ne pas les boire. J'ai d'ailleurs cherché l'origine de cette formule. Il semblerait que ce soit un jour Ariel Sharon qui ait dit ça dans une campagne électorale. Et donc, si vous voulez, les sondages nous situent entre 23 pour celui de BVA, je crois. BVA. Et il y en a un autre d'Ipsos qui nous situerait à 25 au premier tour. Avec une très forte remontée d'ailleurs du Parti Socialiste, de M. Clergeau, qui passe de 23-24 à 27. Qui est assez logique quand on réfléchit. Donc, nous, notre campagne, nous l'avons faite, c'est une campagne militante. Les campagnes du front sont toujours des campagnes militantes. Ce ne sont pas des campagnes de notables. Mais nous avons pour la première fois, je pense depuis très longtemps, rencontré par contre des responsables d'associations professionnelles ou d'institutions professionnelles. Par exemple, nous avons du côté d'un grand syndicat patronal, voilà. Ensuite des responsables agricoles, des responsables de chambres d'agriculture ou de commerce, la filière, oui, exact, et la filière piscicole exactement, qui nous a reçus à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc nous avons été considérés comme une liste qui avait quelque chose à dire, ou en tout cas dont on ne pouvait pas ignorer dans les milieux socio-professionnels, parce que dans certains autres milieux, l'accueil est plus contrasté. Il y a encore des vieilles préventions. Par exemple, nous savons que l'association des familles rurales a envoyé un courrier demandant à tous ses responsables dans tous les départements français de ne pas nous recevoir. Et je le tiens d'une source absolument sûre, puisque j'étais en débat avec Madame Bay de GC, qui est la représentante, la tête de liste de DLF, vous savez, du Pont-Aignan, qui m'a dit qu'elle avait la copie de la lettre. Parce que le responsable de la Sarthe était choqué et lui a montré ce courrier. Donc vous voyez que, voilà, alors nous sommes en train de briser le plafond de verre, mais il n'est peut-être pas encore totalement brisé dans la tête de certains. Voilà, je pense que lorsqu'ils verront le résultat des élections, ils seront obligés de reconnaître qu'on ne peut plus traiter le Front National comme une force secondaire, puisque finalement, si ces sondages sont confirmés par les urnes, ça signifiera qu'on est rentré dans une ère possiblement de tripartisme. C'est une chose qui n'a jamais vraiment existé en France, sauf sous la 4ème République, lorsqu'il y avait le MRP, la SFIO et le Parti communiste. Le mouvement gaulliste s'étant fortement étiolé pendant la période de la 4ème République pour renaître en 58. Et d'ailleurs pour absorber le MRP. Donc voilà, donc si vous voulez, nous pensons qu'on est dans une étape, un tournant de la vie politique qui avait déjà été initié, je pense, aux européennes, 19 et quelques dans la région, au départemental, un peu plus de 20, rapporté à toute la région. Et voilà, nous continuons cette progression, sachant qu'il y avait eu des pointes quand même assez fortes, puisque dans le Maine-et-Loire, au départemental, on était à 24 au premier tour, 24 et quelques, et dans la Sarthe à 26,5. Ça avait fait d'ailleurs du Front National dans la Sarthe le premier parti, puisque vous savez, au départemental, tous les candidats ne sont pas encartés, ce sont parfois des divers droites, ou des divers gauches, mais bon, dans la Sarthe, c'est une majorité de droite depuis 2 siècles, donc nous étions dans cette configuration. Voilà, donc c'est ce que je pourrais rajouter. Autrement, c'est une campagne qui s'est déroulée sans incident.
on craint toujours dans les campagnes électorales, mais c'est de moins en moins fréquent en France, les incidents de campagne, fort heureusement. Les provocations, pour l'instant, il n'y en a pas eu. Ce que nous avons vu, c'est aussi, évidemment, cette campagne a eu un côté très particulier avec la coupure des événements, des attentats terroristes, qui fait que tout le monde s'est arrêté pendant quasiment 8-10 jours. Et ça a un peu cassé aussi la dynamique dans tous les partis, la dynamique militante et même la mobilisation. On l'a ressenti, nous, après, pour relancer la machine, après la pause, si je puis dire, que Marine Le Pen nous avait demandé d'observer, de 8 jours pourtant, eh bien, c'est vrai qu'il a été difficile de repartir. C'est un peu logique parce que c'est une campagne électorale, ça c'est un autre aspect, qui visiblement n'a pas passionné les Français. Et dans la région, pas plus qu'ailleurs. Ça tient peut-être à la période de l'année. On n'a jamais vu des élections au mois de décembre en France. Donc je crois que les gens sont un peu déroutés. La même année, ils avaient voté pour les départementales et la plupart des Français, je crois, connaissent très mal la région. Et je ne pense pas que ça soit cette campagne qui leur aura permis de mieux comprendre ce que c'est que l'institution régionale, dans la mesure où même les grands médias officiels comme par exemple le service public, les radios de service public ou la télévision de service public se sont intéressés assez mollement à la campagne. Ils disaient eux-mêmes en privé, ça n'intéresse pas les gens, on ne fait pas d'audience avec. Et c'est vrai que j'ai vécu un truc incroyable, moi, une situation incroyable, alors que pendant les départementales, ça n'était pas comme cela. France Bleu Loire-Océan m'a invité un matin, il devait y avoir des questions d'auditeurs, et il n'y en a pas eu. Sauf 2 ou 3 questions par Internet, mais d'auditeurs en direct, qui, vous savez, qui téléphonent comme d'habitude, il n'y en a pas eu. Ce qui est absolument incroyable. Et il me disait que je n'étais pas le seul candidat, qu'il y avait eu des grands candidats qui étaient dans le même cas. Donc je crois que les gens se ne passionnent pas pour cette élection et ça va avoir sans doute des conséquences, on peut le penser, sur la participation. Alors là je ne m'avancerai pas. Il semblerait que certains sondages laissent entendre une assez faible participation. Voilà. Espérons qu'elle dépassera les 50%, parce que si des élections ne dépassent pas 50% en France, ça veut dire que quand même nous avons un sacré problème de démocratie et de confiance en la démocratie, ou dans nos institutions en tout cas, de la part des Français. Je ne sais pas. J'ai plusieurs questions. Je vous en prie. Oxied vient d'adresser un communiqué à la presse pour expliquer qu'hier soir, M. Retailleau s'est très mal comporté vis-à-vis du personnel de la région dans le débat télévisé sur France 3. Est-ce que vous avez observé cette question? Ah oui, si, je sais à quel propos. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il a formellement, pendant le débat, il a dit une chose, on recrute plus sur le fait d'être encarté que sur la compétence. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça d'abord politiquement malhabile, parce que quand on est appelé à présider une institution, il vaut mieux quand même éviter de dire au personnel occupé, quand en plus il doit y avoir théoriquement une transition politique, et on passe de la gauche à la droite. Et d'autre part, je pense que ça n'est pas vrai, à part marginalement, c'est classique. Hein, bon, dans les institutions locales, c'est vrai qu'on recasse parfois quelques copains ou copines, amis ou amis, à la marge, mais honnêtement, bon, je ne veux pas défendre spécialement M. Oxied, hein, mais je trouve que M. Retailleau a été assez imprudent, verbalement, en disant cela. Parce que c'est un compliment qu'on pourrait retourner aux 4 conseils départementaux gérés par ses amis, qui eux n'ont jamais connu l'alternance. Puisque après tout, dans les 4 autres, je crois que la gauche n'a jamais présidé le Maine-et-Loire, ni la Mayenne, ni la Sarthe, ni la Vendée, je pense. Par conséquent, si on allait regarder un peu de près, on s'apercevrait qu'il y a quand même de forts réseaux d'amitié. Moi, je dirais une chose, c'est que M. Retailleau a mis sur sa liste énormément de gens qui sont liés à lui par des intérêts privés. Je pense par exemple au patron de l'équipe de cyclo... Oui, de sport, de vélo, là, comment il s'appelle, monsieur...
je cherche son nom, j'ai plus en tête, qui est certes en queue de liste en Vendée, mais qui est quelqu'un qui perçoit quasiment 1 million d'euros par an pour gérer son équipe de cyclisme. Voilà, l'équipe cycliste, il s'appelle, c'est un homme connu, qui d'ailleurs a fait de cette équipe une équipe performante, hein, c'est certainement un homme compétent, moi je ne remets pas en cause ses compétences d'entraîneur ou de dirigeant sportif. C'est quand même assez étonnant qu'il soit à la fois financé pour 900 000 euros par le conseil général, enfin le conseil départemental, et qu'il soit en même temps sur la liste. C'est ce que j'appelle mettre sur la liste un de ses obligés. Il en est de même d'ailleurs d'un certain nombre de responsables syndicaux et particulièrement dans le monde agricole, où on voit bien que les chambres d'agriculture sont quasiment au service de M. Retailleau. Voilà. Donc, semble-t-il, quand on voit le nombre de cadres ou de présidents adjoints, etc., sur ces listes, il a dit lui-même à une question que lui posait un journaliste, qu'il ne leur demanderait pas de démissionner de leur fonction consulaire, enfin de la chambre d'agriculture, enfin c'est pas consulaire, le terme n'est pas tout à fait exact, mais de leur fonction de représentants et professionnels, mais qu'il leur demanderait d'être à la fois les deux, considérant que c'était un métier et que par ailleurs ils seraient élus et que les deux choses étaient compatibles. Moi je m'élève un peu contre cette interprétation parce que je pense que quand on siège dans une chambre d'agriculture, dans une chambre de commerce, on est également un élu professionnel. On n'est pas, c'est pas un métier. Et donc je trouve qu'il y a là un espèce de mélange des genres. Tous les agriculteurs ne sont pas UMP. Nous en avons rencontré beaucoup, nous qui votent pour le Front National, qui sont un peu choqués de cela. Et moi je trouve qu'il ne faut pas de mélange des genres. Que quelqu'un soit, pendant la campagne électorale, à la fois cadre d'une institution de ce genre et candidat, c'est normal, hein, mais ensuite qu'il soit annoncé qu'il le demeurera. Je ne vois pas trop où se trouve la neutralité et j'allais dire l'objectivité ensuite d'une personne qui est dans une telle situation. Ça ne me semble pas. Voilà, donc effectivement, M. Oxiat, je pense, a réagi peut-être pour ces raisons-là. Puisqu'on est en presqu'île guérandaise et en particulier à Saint-Nazaire, quel est votre avis sur STX, sur les possibilités de reprise de STX par éventuellement des chefs d'entreprise de la région, par la région éventuellement qui pourrait rentrer au capital de STX. Est-ce que vous avez un avis à formuler sur l'avenir et le devenir de STX? D'abord, j'observe en ce qui concerne la région, que cette région de gauche, donc cette région socialiste verte, qui a soutenu, dont les dirigeants ont soutenu François Hollande lorsqu'il a fait casser le marché des fameux Mistral, cette région qui a fait perdre beaucoup d'argent à STX, parce que la STX n'a pas récupéré tout l'argent perdu du fait de la rupture des contrats, et même le fait qu'ensuite les Mistral aient été vendus à l'Égypte, comme l'Égypte ne va pas racheter les Mistral tels qu'ils étaient fabriqués selon les normes russes, le matériel russe, donc il y a une perte. Et je trouve assez incroyable que la région socialiste demande aux contribuables, en quelque sorte, d'accepter de prendre une participation de 10% dans STX. Il y a un côté un peu aberrant. Parce que M. Hollande condamnait Poutine il y a 2 ans en le présentant comme un monstre assoiffé de sang, et maintenant il réclame son aide pour bombarder Raqqa. Et pour bombarder ce qu'on appelle Daesh ou l'Émirat du Moyen-Orient, là, cette organisation, cette exileuse islamiste. Voilà. Donc je trouve qu'il y a une contradiction. Et finalement, on demande aux Ligériennes et aux Ligériens de payer les erreurs de François Hollande. Alors, quant à la reprise, moi je pense qu'un groupement de chefs d'entreprise est beaucoup plus apte à gérer une entreprise de ce type, car les chefs d'entreprise savent trouver des marchés, c'est leur métier, en général, c'est même ce qui leur permet d'exister. Et je pense que ce dont manque STX, c'est justement cette force commerciale, car on ne peut pas dire qu'STX manque de moyens techniques, ni de compétences, ni de personnel formé. Je pense que c'est quand même une entreprise, c'est un des fleurons de la construction navale européenne, et donc STX c'est vraiment une entreprise modèle. Ce qui a péché, c'est son management,
Voilà. Son management très politisé. Hein. C'est une des entreprises qui a refusé de nous recevoir. Elle a reçu M. Retailleau, je ne sais pas à quel titre, puisqu'il n'était pas, il n'était pas encore candidat. Et moi, en tant que candidat, j'ai été refusé. Voilà. Donc, je pense que la direction de cette entreprise devrait, personnellement, je pense qu'elle devrait être, si ce n'est changée, tout au moins complétée ou réformée. Parce que je pense qu'elle a fait preuve d'un suivisme servile, sans aucun avis sur la question, alors que tout le monde voyait bien que la rupture des contrats du Mistral a été une catastrophe sur le plan de l'image de marque de l'entreprise. Comment voulez-vous que des États fassent fabriquer des matériels sensibles, enfin des vaisseaux de guerre, etc., si le marché peut être cassé à tout moment? C'est quelque chose qui est contraire aux pratiques habituelles. Donc, je crois que là, STX, évidemment, est un peu la victime. Et finalement, derrière STX, c'est tous les personnels. Parce que si c'était que la direction de STX, je veux dire, ça ne serait pas très grave. Ces gens-là se recaseront ailleurs. Mais les personnels, eux, ils ont besoin de travailler. STX a besoin d'avoir une charge de travail pour les employés. Il y a des sous-traitants, etc. Et donc, si STX est malade, c'est grave pour Saint-Nazaire. Donc, 10% dans le capital, vous êtes hostile. Oui, je préfère que ce soit des chefs d'entreprise. À la limite, la région pourrait peut-être s'engager pour gager un emprunt, si ça permet de relancer l'activité, de faire quelque chose qui vraiment soit utile à la société. Mais je pense que ce n'est pas le rôle d'une région d'être actionnaire d'une entreprise. Alors je sais qu'en Allemagne, Volkswagen a un actionnariat du Land historique, hein, où cette société a été créée. Et c'est une survivance de l'histoire. Et je ne pense pas que ça soit le Land qui fasse tourner Volkswagen. Donc Volkswagen a réussi sans le... Voilà. Donc c'est plutôt une valorisation pour le Land qui peut ainsi gager ses emprunts, exister, etc. Et franchement, je trouve qu'une région, nous n'avons pas les personnels. Dans aucune région de France, il y a des cadres capables d'avoir un avis sur le fonctionnement d'une telle entreprise. C'est tellement particulier. Je crois vraiment que seuls des gens d'entreprise peuvent aider une entreprise. Notre rôle, ça serait d'être un accompagnant d'un plan de relance de la société. Nous pensons qu'une région peut effectivement faire un plan de relance, quitte peut-être même à lancer un emprunt populaire, comme ça avait été fait. La région avait lancé un emprunt qui a été remboursé d'ailleurs. On avait fait appel à l'épargne des Ligériennes et des Ligériens. Et ça pourrait peut-être être une formule comme ça, mixte, hein, du capital privé, un soutien avec une couverture financière, une garantie financière de la région, et un emprunt pour un des fleurons de la région. Et de la France d'ailleurs, hein, parce que STX, si vous voulez, il n'y en a pas deux. Hein. Donc voilà, je m'étonne d'ailleurs que l'État, qui a été si prompt à mettre STX dans la difficulté, laisse maintenant tomber cette entreprise qu'il a pris en otage pour une politique étrangère qui était, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle manquait de profondeur de vue, quoi. Parce que moi, je ne suis pas spécialement un admirateur de M. Poutine, je n'ai rien à lui devoir en tant que Français. Mais enfin, si on avait protesté contre toutes les annexions récentes avec autant de véhémence, nous aurions rompu nos relations, par exemple, avec la Chine, qui occupe le Tibet illégalement depuis plusieurs décennies. Et ça n'empêche pas tous les chefs d'État du monde entier, en tout cas ceux qui condamnaient Poutine, de se rendre en Chine pour essayer de leur vendre des technologies que d'ailleurs en général ils nous copient. et je pense au TGV, hein, puisque finalement le résultat très concret de ça, c'est que la Chine maintenant a mis sur place un train à grande vitesse en utilisant en grande partie les techniques qu'on leur avait fournies en construisant une usine chez eux. Donc, voilà pour ce sujet. Je ne sais pas si ma réponse appelle une réflexion. Je voudrais vous entendre sur le dossier de la pêche. Actuellement, il y a un certain nombre de bateaux qui seront peut-être désarmés dans les 6 mois à venir parce que l'Europe envisage de fermer la pêche au bar
qui est une ressource, qui a un problème de ressources, Oui. avec des avis contradictoires entre les experts et les gens qui travaillent à Bruxelles, et des avis contradictoires ici également au niveau des pêcheurs sur la réalité de la ressource. Et actuellement, il y a une grosse inquiétude dans le milieu de la pêche par rapport à cette fermeture, si elle a lieu, parce que ça doit être voté par le Parlement européen. Donc, est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Quel est votre sentiment? Nous avons rencontré, j'oublie son nom, monsieur le responsable du syndicat des pêcheurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui est concerné, il nous en a parlé. La vérité, c'est qu'on n'écoute pas les professionnels. Lui pense que la ressource, on a autorisé la pêche au filet. Alors je ne sais plus comment s'appelle ce filet parce qu'il y a des tailles et des maillages. Moi je ne connais pas assez le sujet techniquement pour me lancer dans des précisions de ce genre, mais en gros, sur les bancs de frayère, si j'ai bien compris, et à certaines périodes, alors qu'il aurait peut-être fallu se contenter de la pêche à la ligne, qui elle est beaucoup moins, comment dirais-je, qui prélève moins d'unités, hein, puisque ce sont des poissons. Voilà, et c'est une pêche qui est plus fine, qui est moins destructrice, puisque chacun sait que les filets raclants, forcément, par définition, ont un effet destructeur. Donc voilà, alors je sais que lui-même nous a dit que certains pêcheurs n'étaient pas d'accord avec ça, et qu'il disait que certaines manières de pêcher, même à la ligne, étaient aussi destructrices. Bon, alors, prélever trop dans la ressource. Le problème, nous, ce que nous avons constaté, et ça par contre en tant que politique, moi si vous voulez, je ne peux pas avoir une opinion technique sur ce sujet. Ce que je vois par contre, c'est que Bruxelles décide, sans consulter les pêcheurs, et sans que la France, visiblement, en tant que nation, hein, je ne parle pas en tant qu'État, en tant que gouvernement, mais c'est une constante de tous les gouvernements, sans que la France défende les intérêts de ses pêcheurs. Vous vous souvenez des quotas qu'on donnait à l'Espagne alors qu'on diminuait ceux de la France, etc. Et on a le sentiment que la France n'a plus la capacité de défendre sa pêche et son agriculture. Et voilà, donc on voit bien que la France, qui jadis dominait la Commission et les instances européennes sur les questions de la pêche, de l'agriculture, aujourd'hui, politiquement n'a plus les moyens. Je crois qu'il n'y a plus qu'un Français sur la Commission de la pêche, si j'ai bien compris, et qui visiblement est totalement isolé parce que la Commission elle-même ne suit pas ses avis et en tout cas il ne défend pas les intérêts des Français. Alors que voilà, donc on sent bien un recul de la France qui d'ailleurs n'a plus, avec les systèmes de répartition des commissaires européens, la France est sous-représentée puisque finalement on ne tient pas compte du poids économique ou démographique des pays. On distribue les postes de commissaires européens en attribuant autant finalement à un État comme la Lituanie qu'à un État comme la France. Ce qui évidemment a un côté un peu aberrant sur le plan politique parce que c'est un mode de consultation qui ne tient pas compte des réalités humaines, internationales, etc. La France n'est pas la Lituanie, quand je dis la Lituanie, pardon, l'Estonie, enfin les États baltes, ou même la Pologne qui n'a pas le même rôle économique que la France. Voilà, donc on le voit d'ailleurs en agriculture, pour aborder la question de la pêche. Nous pensons que les intérêts français doivent être défendus en écoutant les professionnels français. Or, le gouvernement français n'a pas consulté, absolument pas consulté la profession, ni les interprofessions, et laisse faire des hauts fonctionnaires qui sont à Bruxelles et qui sont démunis, qui n'ont pas de consignes ni de lignes directrices. Et finalement, on laisse la Commission décider de tout. Et ça, c'est un exemple concret de la perte de souveraineté. La souveraineté, ça n'est pas imposer aux autres ses vues, c'est au moins avoir la capacité de les défendre. Et là, visiblement, ça n'est plus le cas. Donc je pense que les pêcheurs peuvent être assez légitimement inquiets de ce qui va se produire. Car, comme on l'a vu de nombreuses fois, la pêche, comme l'agriculture française, sont toujours les grandes perdantes de ce genre de moments, de décisions, faute d'une défense efficace et d'une prise en compte de la réalité. La pêche, c'est quand même
pour un pays comme la France qui a une façade maritime importante, c'est quand même une activité économique majeure. Et le fait de la laisser tomber, de la laisser s'étioler, eh bien, a des conséquences économiques importantes. On ne peut pas faire vivre des ports, beaucoup des ports, des installations portuaires de la côte ouest et de notre région, sans que on doit maintenir les activités de la pêche. Et finalement, on est en train de transformer nos ports dans notre région. Progressivement, la pêche se retire, le nombre d'unités de pêche diminue et ils deviennent des ports de plaisance. En gros, hein, quand on regarde Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les bassins sont plus remplis. Évidemment, ce n'est pas la même taille d'unité, mais on voit bien que la pêche ne représente plus qu'une petite partie des installations portuaires. Ça nous a frappé l'autre jour, nous. Et d'ailleurs, le syndicat des pêcheurs, ce président du syndicat des pêcheurs nous a confirmé la chose. Moi, j'ai plus de questions pour l'instant. Très bien. Je ne sais pas. Je suis arrivé après, donc... Comme vous voulez. Éventuellement, j'avais une ou deux questions, mais vraiment très élection régionale et choses locales. C'est un peu à cause de ça que je suis venu. Saint-Nazaire. Un petit peu partout, on parle des décisions ou des choses qui pourraient être changées par le Front National au niveau des subventions pour le planning familial. À Saint-Nazaire, c'est quelque chose qui est relativement important compte tenu de la composition sociologique de la ville. Vous avez laissé entendre, je crois, que vous vouliez réviser ces subventions. Oui, je ne suis pas le seul d'ailleurs au Front National. Est-ce que ça veut dire les réviser pour qui les baisser? Est-ce que ce sont les populations d'origine étrangère qui sont visées? Et est-ce que... enfin voilà, comment vous vous positionnez? Plus Marine ou plus Marion? Marine Le Pen s'est prononcée comme Marion aujourd'hui ou hier par un tweet où elle a expliqué qu'elle souhaitait soutenir les associations qui aident les femmes en difficulté. Nous pensons que, si vous voulez, nous ne voulons pas remettre en cause la loi Veil. Donc ce n'est pas la question de l'avortement que nous posons. Ce que nous posons, c'est la question, puisque la loi Veil a dépénalisé l'avortement, qui était avant, on pouvait poursuivre un médecin, des gens qui intervenaient dans un avortement. Donc c'est dépénalisé. Le problème, c'est qu'après, on a laissé s'instaurer, on a transformé ce qui était une dépénalisation en un droit. Et en plus, on l'a complété d'un certain nombre de dispositions, la loi Roudy, la loi Aubry. On a supprimé le délai de réflexion. Quand vous achetez un réfrigérateur sur Internet, vous avez 8 jours pour vous dédire. Quand vous contactez le planning familial et que vous prenez rendez-vous, vous ne pouvez plus vous dédire, on ne vous laisse pas, à la limite, une jeune femme, et particulièrement les jeunes filles, c'est extrêmement rapide, elles sont quasiment embarquées pour l'avortement. Donc je trouve moi ça totalement anormal. Et ça se situe dans un autre cadre pour nous. Ce n'est pas un problème, si vous voulez, de morale au sens d'une morale traditionnelle, c'est un problème d'intérêt national. Nous avons une démographie qui est en chute. Depuis 2 ans, ce qui semblait être un mieux s'est à nouveau diminué. Nous ne renouvelons pas nos générations. Ça n'a rien à voir avec la composition d'origine de la population, puisque je ne sache pas, moi, que le planning s'adresse plus à tel ou tel type de femme qu'à tel ou tel autre. Hein, je ne sais pas. Bah si, je pense que si. Mais... Ah bon? Oui, c'est plutôt les personnes qui sont en précarité. Oui, alors en précarité. Oui. Alors oui, effectivement. Mais une société riche comme la nôtre, même en crise, qui est capable de consacrer beaucoup d'argent à des choses inutiles, souvent, hein, quand on finance des équipes sportives, etc., on pourrait peut-être aider des femmes qui sont en précarité et qui sont enceintes, si elles le souhaitent, à pouvoir éventuellement mener leur grossesse à terme. 220 000 avortements depuis 1974, c'est quand même 8 millions d'enfants qui ne sont pas nés. Quand une femme est en difficulté, elle doit avoir le choix d'avoir une aide de l'État, des associations doivent pouvoir accueillir ces femmes. Souvent, ce sont des femmes qui sont en difficulté non seulement matérielle, mais souvent aussi psychologique, affective, qui sont délaissées soit par le père, soit par l'entourage. Et donc, elles peuvent aussi avoir envie de se dire que s'il y avait un lieu où on les accueillait jusqu'à la fin de leur grossesse,
si éventuellement ensuite on les orientait vers des formations professionnelles, bref, si on leur donnait vraiment une aide, et vous savez que le Front National est favorable au salaire maternel, eh bien je pense qu'à ce moment-là, beaucoup de femmes, dans ce cas-là, librement, j'insiste, hein, librement, choisiraient de garder leur enfant. Je ne sais pas la proportion, je suis incapable de le dire, je ne prétends pas d'ailleurs le savoir, mais je pense que le simple fait qu'on n'ait jamais essayé et qu'on fasse tout pour que ça n'ait pas lieu est quelque chose de scandaleux. Voilà. Parce que dans le même temps, Madame Lagarde, directrice du FMI, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, ou Monsieur Moscovici, commissaire européen socialiste, enfin d'origine socialiste, ont expliqué dernièrement qu'il faudrait un jour faire entrer en Europe et installer en Europe 200 à 300 millions d'immigrés pour compenser la chute démographique. Alors, si on peut dépenser je pense qu'il faudra des centaines de milliards dans toute l'Europe pour nourrir, loger, former ces immigrés qui viendraient compenser la chute démographique, je pense que cette somme serait utile aussi pour tout simplement aider des femmes européennes, parce que c'est un phénomène qui ne touche pas que la France, hein, pour voilà, mener leur grossesse à terme. Je trouve aberrant, si vous voulez, qu'on fasse le choix de pousser à tout prix à l'avortement dans un sens, et puis qu'après on nous explique « Ah ben oui, mais on a une solution magique, on va faire venir 200 ou 300 millions d'immigrés. » Et en plus c'est du trafic d'êtres humains, parce que, si vous voulez, c'est du trafic d'êtres humains, car ça transforme le travailleur en marchandise. Et M. Gattaz, pourquoi est-il contre le Front National? Éric Zemmour l'a très bien expliqué. Si on fait venir des gens à bas salaire, on fait chuter les salaires de tout le monde. Et pourquoi M. Gattaz, dont l'entreprise ne travaille pas en France? M. Gattaz est un faux chef d'entreprise français. D'accord, mais là, vous Voilà. êtes sur... Ah non, je vous réponds politiquement. Oui, tout à fait. Je vous réponds politiquement. Moi, j'avais juste un peu- C'est politique pour moi. Hein. Oui. C'est pas un problème moral, c'est pas un problème personnel, c'est un problème politique. Juste pour finir sur le planning familial, je trouvais que baisser des subventions, parce que c'est de réduire le planning familial juste à sa vocation d'aide potentielle à l'avortement, mais c'est pas son seul rôle. Quel est son autre rôle? Bah, Déjà, oui. le mot planning ne vous dérange pas? Moi, moi, je trouve ça très choquant qu'une Moi, association il y a prétende ça, on peut planifier éventuellement la changer. vie intime des gens. Bah, justement, C'est il y a- chinois, ça, vous savez. En Chine aussi, on planifie la vie sexuelle des Chinois. Hein. Ah oui, un enfant unique. C'est terminé. Mais non, il y a quand même un autre rôle. C'est terminé, qui vous savez sauf- à quel prix? De souffrance et de violence. D'accord, Ouais, ça, c'est bah une oui. autre question. On est Ça, c'est pas une là, chose d'ailleurs. d'accord. Non, mais c'est une chose d'ailleurs que les. Je vais vous dire une chose, ça m'a toujours étonné de voir que les milieux qui sont pour la libération sexuelle en Europe ne se soient jamais intéressés à l'oppression des femmes en Chine. C'est peut-être parce que c'était un régime communiste de gauche. Voilà. Donc, je vais répondre à votre question. Le planning familial a effectivement d'autres fonctions qui pourraient être tenues par d'autres associations. S'il s'agit d'informer sur la sexualité, tout d'abord, il y a des familles. Je pense que jusqu'à 18 ans, les jeunes sont sous la responsabilité de leurs parents. Pendant des siècles, on a fonctionné comme ça, et je pense que le monde a très bien tourné avant le planning familial. Je sais que très bien que beaucoup de gens sont persuadés que le monde est né après la loi Veil et avec le planning familial, mais je pense que non. Voilà. Donc quand nous avions une démographie abondante, nous avions une création de richesse. Vous savez que tout enfant qui naît, c'est statistiquement, Alfred Sauvy, démographe de gauche, socialiste, l'avait démontré, c'est au moins 5 emplois qui sont créés à terme. D'accord. Dernière petite question, parce que si on commence trop tard, on va être Oui, un peu juste. excusez-nous, mais oui. Ouais, non, mais c'est même pour nous, et on va être trop juste pour la Voilà, oui, publication. oui, oui. En lisant ce matin nos colonnes, on expliquait, c'est un exemple que j'ai pris parmi d'autres, que la région verse 90 000 € au Festival des Escales de Saint-Nazaire, qui est un grand festival de musique du monde. Nous avons voté ce budget. Vous avez voté pour Nous avons voté pour le budget des escales. Après, nous avons pris nos distances, pas avec les escales, avec l'invité de marque qui était cette année. D'accord, Qui était mais Monsieur Jouestar. sur, simplement pour avoir votre avis sur la politique culturelle en quelque sorte, mais ce genre de festival qui prône plutôt La diversité. la diversité, Oui. voilà, les musiques Nous leur avons proposé venant aussi d'Afrique, d'inviter, l'art d'Orient et Oui, mais d'Amérique bon, latine. en diversité, les escales n'ont jamais créé un festival celtique. On peut faire créer un festival celtique avec nos amis espagnols, avec nos amis irlandais, Ça avec nos existe amis... pas très loin d'ici. Oui, c'est vrai Ah que ça ben, existe à oui, mais Londres. Saint-Nazaire n'a jamais pensé à ça.
Non, disons que nous, vous savez, dans le budget culturel de la région, nous avons annoncé que nous ne le baisserions pas, nous allons le réorienter. Nous souhaitons, nous, plutôt favoriser les pratiques et la formation artistique et culturelle. Au festival, particulièrement aux Arts de la rue, on dépense beaucoup d'argent pour des festivals de rue qui n'ont rien de culturel, c'est de l'amusement, c'est de la clownerie dans la rue, c'est souvent de mauvaise qualité. Ça fait vivre 1800 intermittents. Nous pensons que ces intermittents seraient mieux utilisés à créer des spectacles de qualité qui seraient financés par la région, qui seraient sur le répertoire pour le prix d'une place de cinéma, que la culture, le théâtre, la musique, l'opérette, l'opéra, tous les types de musique, d'ailleurs il y a tous les types de musique, puissent être diffusés, y compris dans les zones oubliées, parce que la culture, vous savez, c'est surtout les grandes villes, hein, ou les villes moyennes de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. C'est rarement dans les villages et dans les petites villes qu'il y en a, et nous pensons, nous, qu'il faut la diffuser de cette manière-là. Voilà, donc il y aurait très certainement un effort à faire, et aussi de soutien, par exemple, à certaines salles de cinéma associatives qui vivotent et qui mériteraient d'être soutenues. Il y en a un certain nombre qui ont disparu, et je pense que ça serait beaucoup plus utile, même si ça coûte de l'argent, d'aider les familles, par exemple, à inscrire leurs enfants au conservatoire ou dans des écoles d'art, de danse, de pratiques artistiques, de dessin, de sculpture, je ne sais quoi. Et ça coûte très cher. Il y a beaucoup de familles qui ne le font pas parce qu'elles ne peuvent pas. Et donc moi je pense que nous voulons orienter. Il y a des conditions à Saint-Nazaire au conservatoire qui sont... Enfin, c'est pas très cher, c'est quand même assez calculé en fonction des revenus. Donc voilà, c'est juste qu'il faut... Mais je pense que la région pourrait aider encore plus cela. Et Saint-Nazaire a peut-être une politique très favorable à cela. Ce n'est pas le cas de toutes les communes. Et je pense donc qu'il faut absolument multiplier aussi les lieux, parce que Saint-Nazaire c'est une grande ville. Mais moi je pense à des tas de villes, de petites villes, de 2 ou 3 000 habitants, qui souvent manquent d'une école de musique. Ou alors on a la pratique que 2 ou 3 instruments dans une école de musique, et il faut aller à 20 km pour des instruments, pas des instruments rares. Hein, voilà. Donc je pense que, vous savez, quand on regarde l'Allemagne, la pratique des arts se fait à l'école et est soutenue par l'État ou les régions ou les Länder. Et donc je pense que nous en France on est très en retard par rapport à cela. Et la région peut être un des acteurs de cette nouvelle politique culturelle. Alors pour ce qui est du planning, je tiens à vous préciser, hein, madame, que ça n'est que 30 000 € pour la région sur un budget d'1 560 000 €. Donc que 1560 millions, je veux dire. Donc c'est quand même tout petit. C'est plutôt un geste symbolique pour moi. C'est une manière d'affirmer des valeurs et une vision de la nation qui est différente de celle de la gauche. Voilà, c'est uniquement cela. Hein. En revanche, vous avez beaucoup d'idées communes avec le candidat républicain. Pas sur ce point, il a dit hier qu'il vous parlez souvent de l'UMPS, mais là on pourrait imaginer que pour le vous maintien fusionniez au second tour, pourquoi pas. Il avait dit au départemental qu'il n'y aurait aucune fusion de liste. Il a laissé d'ailleurs ce département à la gauche, parce que si nous avions fusionné dans la Loire-Atlantique ne serait pas resté à la gauche. Donc M. Retailleau nous a accusés durant toute la campagne d'avoir fait le jeu de la gauche en 2012 au présidentiel. Mais il s'est allié avec le MoDem, dont le dirigeant avait expressément fait voter Hollande. Donc je pense d'ailleurs qu'il le paye dans les sondages, il est en chute régulière dans les derniers sondages. Je pense que un certain nombre d'électeurs centristes, plutôt de sensibilité de gauche, centre-gauche, choisissent M. Clergeau en ce moment, parce qu'il exprime une vision assez modérée de la gauche, assez consensuelle. C'est un homme de consensus, c'est pas un homme de rupture. Et ça attire une partie, je pense, du centre. Et donc M. Retailleau a fait un très mauvais calcul. Il a cru que parce qu'il y avait le Front National, il fallait qu'il file à gauche. Le problème, c'est qu'en filant à gauche, il a trouvé plus à gauche que lui. Et plus rassembleur que lui, peut-être. Donc, vous savez, c'est pas parce qu'on rassemble des cadres du MoDem qu'on rassemble les électorats. C'est la grande erreur souvent des politiques, c'est de penser que parce qu'ils ont fait des combinaisons d'appareils, le peuple, les électeurs suivent. La gauche en a fait souvent l'expérience de cela, et je pense qu'en ce moment, la droite républicaine, les républicains, sont en train d'en faire l'expérience, pas seulement dans notre région. Hein. On voit bien qu'ils stagnent, que normalement, eux qui devraient l'emporter largement, la grande vague bleue, etc., on s'achemine plutôt, c'est ce que je disais à vos collègues, là, avant que vous n'arriviez, vers un système de tripartisme qui va obliger les républicains à réfléchir sur leur positionnement réel.
25%. Comment? Visiblement, ils ont réfléchi. Oui, mais c'est un suicide.